l'équipe, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo au programme du jour. C'est une vidéo justement sur la seconde pièce que j'avais reçue dans le colis de Hand Center. Donc c'est un amphithéâtre que vous connaissez pour la plupart. C'est donc la fourmilière que j'ai élaborée en collaboration avec Hand Center. Vous le savez, je ne me le cache pas, ça fait longtemps que j'apprécie leurs produits, on avait donc fait un projet ensemble. J'ai donc, si je peux dire, designé le modèle, bien que je suis un grand amateur et que donc vous avez compris, c'était un croquis qui valait pas 10 centimes, très clairement. Mais ils ont très bien compris l'idée et l'ont réalisé ensuite. On a d'ailleurs cette nouveauté, qui sont ce qui était dans le projet initial, une bonne ventilation, nettement supérieure à ce qu'il y a de base. Et du coup, avec ces quelques modifications, il y en a d'autres qui devraient arriver, enfin, il y a de petits détails qui pourraient changer bientôt, j'ai envie de dire. Ça va grandement encore améliorer le produit, je sais pas ce que vous en pensez déjà. C'est déjà un nid qui fonctionne extrêmement bien, et je ne dis pas ça parce que je l'ai conçu ou quoi que ce soit, je vous dis la vérité, ça fonctionne bien. Et donc, les petites modifications qu'on pourra encore apporter vont, je vais dire, améliorer celui-ci de nouveau. Déjà, à la base, vous le voyez, les galeries sont déjà mieux optimisées. Ça, c'est déjà un point fort, je trouve, dans le nid. Bien que certains espaces sont un peu trop larges, comme celle-ci au centre, donc elles ne savent pas les utiliser pleinement. Mais bon, c'est qu'un détail. Bref, l'espèce que vous avez sous les yeux, sinon, ce sont les Camponotus maculatus du Kenya. Pourquoi je précise, vous le savez. Initialement, lorsque j'ai filmé mes deux maculatus que j'avais, on avait donc Camponotus maculatus du Nigeria et du Kenya. Du Nigeria, on a une différence notable sur la taille, mine de rien, sur la coloration également, mais comme je le disais, c'était uniquement pour départager les deux. Maintenant, ça a été repris, et c'est d'ailleurs un élément de vente par moment pour déterminer laquelle c'est. C'est un peu... C'est là que je me rends compte qu'avec ma petite échelle, entre guillemets, on a déjà de l'influence, donc il faut faire attention à ce qu'on dit, bien entendu. Bref. Du coup, ici on a celles du Kenya qui sont plus jaunâtres, qui sont plus petites également, qui produisent moins de majors chez moi en tout cas, donc tout ce que je dis là, ça n'a pas de valeur scientifique, absolument pas. Ce n'est qu'une constatation simple de ma part. Vous le voyez, je vais m'amuser un peu avec des colorants alimentaires aussi pour vous rendre ça agréable. Bref, celle du Nigeria, ce que j'avais constaté avant de les vendre, parce que vous le savez, si vous vous souvenez que vous avez regardé les vidéos, j'avais une offre qui est déraisonnable, que donc j'avais accepté, parce que des Camponotus maculatus, ça se trouve aisément. Je dis ça, mais j'en ai pas retrouvé du Nigeria depuis. Enfin bref. Justement, chez celle-ci, j'avais vraiment un développement nettement plus rapide en termes de major, beaucoup plus de major et nettement plus gros que ici. Donc voilà, affaire à suivre. Il faut savoir également que cette colonie a vécu un malheur. En fait, elles étaient arrivées à court d'eau. Moi, qu'est-ce que j'ai fait? Forcément, j'ai remplacé l'abreuvoir, ce qui est totalement normal. Sauf que je leur ai mis à disposition un abreuvoir qui était foireux, où elles n'arrivaient pas du tout à prendre de l'eau en fait. Donc moi, vous savez, je gère toutes mes colonies, il y a des jours où c'est plus compliqué parce que j'ai besoin de faire d'autres choses, et donc je n'ai pas fait attention pendant environ 2 jours, elles ont manqué d'eau, j'ai eu facilement 1500 pertes, facilement. J'ai eu un massacre chez elles. Bon, cette colonie, pour vous dire, à l'heure actuelle, depuis son début, son développement, elle devrait être dans les 3-4 000 ouvrières sans aucun problème, si le développement était parfait. Ici, on est peut-être sur un 1500 environ, sachant que j'ai eu des pertes immenses, bref. Donc voilà, c'est pas du tout une colonie où je suis fier, parce que je trouve que je n'ai pas bien géré les choses, bien que réputé facile, j'ai fait des erreurs, notamment sur l'observation. L'abreuvoir, je ne pouvais pas savoir, bien entendu, j'avais ma petite bulle d'air, tout était ok, mais comme quoi, des fois, il faut vérifier le matos correctement, et je n'ai pas pris le temps de le faire, donc c'est mon erreur, c'est ma faute en soi. Bon, plus de peur que de mal, la reine va bien, il y a encore beaucoup de monde, tout roule, mais c'est quand même des pertes qui font mal au cœur en vérité, même si ce sont que des insectes, et que certains se diront, avoir mal au cœur pour des fourmis, voilà, on sait, les gens sont capables de juger absolument tout. Bref. Du coup voilà, sinon pour le reste, vous le voyez, j'en ai pas parlé, mais j'ai fait leur petite aire de chat, j'ai pris justement de l'Exothera, du sable noir donc, qu'ils proposent. Je suis moyennement fan, je le trouve bien, mais sans plus que ça. Le rendu, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis un peu mitigé, je préfère mes substrats un peu beige ou jaunâtre ou orangé, je trouve ça plus sympa. Bon, avec des macus, ça peut être cool quand même d'avoir une contraste sur la coloration, mais bof quoi. Pour le reste, je vais pas à me plaindre, vous connaissez Maculatus, si vous voulez je vous fais un petit résumé des conditions.
Moi personnellement ce que je fais c'est que je chauffe à moitié le nid, le point chaud est à 30 degrés, on peut être à 28, ça suffit amplement, c'est juste que j'ai un tapis qui est à 30 pour mes ecophilas, donc j'en profite, et encore là je dis des bêtises parce que je les ai déplacés depuis, parce que oui entre temps j'ai déménagé, mais avant c'était le cas, donc maintenant elles ont un tapis qui leur est dédié à 28 degrés, mais avant effectivement elles étaient sur 30, mais bon, je vous avoue que 28-30, il n'y a pas énorme différence. Si vous avez la capacité de le faire, moi personnellement je préfère toujours chauffer que 50% du nid et notamment apporter un point chaud plus important. Ça c'est comme vous voulez, mais certaines espèces apprécient par exemple avoir un petit, je sais pas moi, vous avez un grand nid, vous mettez un tapis en dessous de 7 watts ou de 5, vraiment dans un coin, là où elles ne sont pas forcées d'habiter, entre guillemets, à par exemple 30-32 degrés, et ce point chaud, elles vont l'apprécier notamment pour le couvain, etc. Par contre, la vie générale va plutôt se faire un peu plus loin, où il y aura un gradient et les températures seront un peu plus basses. Bon, ça c'est toutes des choses à faire, à tester, à observer, bien entendu, hein. Ce n'est que des essais en tant qu'éleveur amateur, donc à vous de voir de votre côté ce qui fonctionne le mieux. Une chauffe complète peut être tolérée et bien appréciée, je vais dire, aussi par votre colonie, ce qui est totalement normal en soi, notamment quand c'est des espèces qui viennent de milieux où il fait vraiment chaud constamment et que du coup elles sont habituées à avoir des chaleurs partout quoi. La chauffe localisée c'est intéressant, c'est sur des espèces, je vais prendre un exemple que tout le monde connaît, par exemple Lasius flavus, vous avez donc cette petite espèce qui notamment au début de l'été et même un peu avant, commence à vous faire des petites mottes de terre partout dans votre jardin pour aller justement capter la chaleur du soleil et de sortir légèrement de l'herbe. Comme ça en fait le soleil tape dessus et sur le haut, si vous passez votre doigt, ce que je vous conseille pas de faire, mais si vous passez votre doigt légèrement sur 1 cm ou 2, vous allez voir directement une tonne de couvain. Parce que leur but c'est d'aller chercher la chaleur du soleil pour justement augmenter la vitesse de développement de leur couvain et certainement son bien-être. Donc je veux dire chez beaucoup d'espèces c'est un peu le même système, on peut représenter ça avec nous. En élevage du coup, un simple point chaud, donc imaginez votre surface de nid comme un tapis, je ne sais pas moi, un grand tapis de 20 sur 40 admettons, et juste sur une toute petite partie, vous avez un point localisé qui chauffe nettement plus que le reste. Ça par exemple, je trouve que c'est vraiment une méthode hyper intéressante pour l'élevage, comme ça elles ont vraiment un gradient sur la distance aussi, et si vous avez une bonne ventilation dans ce nid, généralement c'est super efficace. Bon après c'est que des retours, plus tard je vous ferai certainement des vidéos comme j'avais dit, hein, je vais refaire des tutos, mais entre temps j'ai déménagé, tout ça, donc ça me prend énormément de temps, c'est d'ailleurs pour autant qu'il y a moins de vidéos pour le moment, etc. Bref, donc j'ai pas mal d'idées, vous inquiétez pas, on va revenir sur tous les tutos, on va revenir aussi sur l'observation de manière générale, on va continuer bien entendu j'irai filmer vos fourmis chez vous, d'ailleurs dans les prochains épisodes à ce sujet, je vais interviewer, si je puis dire, les gens chez qui je me rends, hein, pour qu'ils vous donnent justement leurs avis, leur façon de faire, etc. de vive voix, qu'ils présentent leur setup, etc. C'est juste que, en termes de logistique, actuellement, ce n'était pas possible pour moi de le faire parce que il faut que je prenne avec moi soit un PC portable et un micro professionnel pour l'enregistrement ou ce genre de choses que je ne savais pas faire dans l'immédiat, ou alors il faudrait que je passe à l'achat de petits micros cravates, vous voyez l'idée. Donc voilà, c'est toutes des petites choses qu'il faut que je mette en place, mais petit à petit quoi. Qu'est-ce que j'allais dire d'autre ? Dans les projets, techniquement j'avais un projet d'aller filmer en nature les dômes de Formica rufa. C'est encore possible, faut voir avec le temps, faut voir si j'ai le temps aussi. Donc voilà, ça c'est potentiellement du contenu qui arriverait. Il y a peut-être un truc qui va arriver bientôt aussi en termes de live, donc de live directement en vidéo, etc. Si j'ai monté mon PC entre guillemets avec justement mon ami Luc, rapidement et que je suis prêt pour le jeu sur les fourmis qui arrive bientôt, je ferai potentiellement des lives 2 à 3 heures le soir, peut-être pas tous les soirs mais peut-être un soir sur 2 pour avancer dans le jeu vidéo, parce que moi vous le savez certainement pas mais je joue aussi sur le PC depuis très longtemps en soi, nettement moins maintenant mais je reste avec des bonnes bases bien entendu, donc je pourrais peut-être apporter un côté sympa dans le sens où en plus du jeu vidéo simple en lui-même et de découvrir aussi l'univers, je pourrais peut-être apporter des points, des informations sur les espèces qui sont utilisées à l'intérieur.
et vous en parler, donc ça peut être peut-être cool, donc dites-moi en commentaire ce que vous pensez de toutes ces idées. Dans tous les cas je vais essayer de les appliquer, hein, on verra comment ça se passe. Bref, je vais essayer de reprendre le contenu plus soutenu rapidement. Il y a une vidéo Halloween qui arrive bientôt également, donc dans 2 jours, hein. Même pas, demain en fait. Au moment où j'enregistrerai, au moment où je publierai cette vidéo, ce sera le 30 techniquement. Donc le 31, oui, il y aura certainement une vidéo le soir, donc voilà. C'est une vidéo pas spécialement fourmi, c'est la visite à Perideisa pour Halloween. Donc voilà, ce sera de nouveau une très longue vidéo, j'espère que ça plaira aux gens. Le but étant d'amener du contenu à ceux qui ne savent pas aller visiter ce parc, notamment aussi les personnes à mobilité réduite. Je sais que c'est ce qui a grandement été apprécié sur la première, donc voilà, j'ai été renouveler ça dans une période différente et j'espère que ça plaira aux gens en tout cas. Voilà. Bon, sinon, mes petites maculatus que vous voyez en vidéo actuellement dans cette magnifique fourmilière nommée amphithéâtre, ça se passe plutôt bien. J'ai testé donc 4 liquides, 4 colorants alimentaires, vous voyez, hein, j'ai mis des toutes petites gouttes, mais malheureusement, ça colore trop pour une si petite dose. Le meilleur à faire, en fait, quand vous voulez vous amuser avec le colorant, sur certains qui sont bien plus concentrés, c'est de le diluer un peu plus, comme ça les couleurs ressortent mieux. Mais ici, voilà, mon test, c'était vraiment pas de faire de grosses quantités, donc voilà, j'ai fait comme je pouvais. Et franchement, c'est pas que le rendu est magnifique, mais on voit très bien que le rouge est super sympa, le bleu également. Par contre, le vert est ce qui est censé être du mauve violet. Là, malheureusement, on les voit pas très bien dans leur gastre, parce qu'elles sont encore trop concentrées, donc c'est pas top. Ce qui est cool avec ces expériences, notamment sur les colorants alimentaires, c'est que vous pouvez apprendre justement un peu le procédé, la façon de faire et comment elles transmettent la nourriture. On voit qu'il y a un certain nombre d'ouvrières qui vont venir à la récolte de ces liquides, notamment pour nourrir leur colonie, et n'importe qui dans la colonie d'ailleurs, même les larves, et par la suite, vous allez voir à l'aide de ces colorants qui a été nourri. Donc si vous prenez vraiment 2 heures à observer votre colonie et le développement, vous allez voir que petit à petit, toute la colonie va devenir colorée, alors que certaines ne vont jamais se déplacer parce qu'on a les jeunes ouvrières qui s'occupent du couvain essentiellement, et ces jeunes ouvrières, une fois qu'elles récoltent à l'aide de trophalaxie le liquide des ouvrières qui sont parties justement à la récolte, celles-ci vont commencer aussi à colorer tout doucement les larves parce qu'elles vont les alimenter avec ce propre liquide. Et c'est juste génial en fait. C'est aussi comme ça que plus tard on voit des cocons avec justement les défections des larves dans le fond qui sont colorés. Donc on peut vraiment avoir une multitude de couleurs dans la fourmilière, c'est plutôt cool. Dans les colorants alimentaires, écoutez, moi je sais pas vraiment quoi vous dire en termes de colorants, quoi prendre, etc. Et éventuellement je peux vous mettre le lien Amazon, ceux qui me demandent en commentaire, je pourrais vous mettre le lien de celui que je prends moi, donc comme ça voilà, vous aurez quelque chose qui fonctionne où il n'y a pas de risque, parce que depuis que j'utilise ces colorants alimentaires, je n'ai jamais eu de perte liée à ça, donc zéro problème, voilà. De toute façon, je vais vous dire, il n'y a pas de mystère, dans les produits justement qu'on achète déjà tout fait entre guillemets dans différentes boutiques, il y a des colorants certainement alimentaires aussi. Bon voilà, la coloration elle vient de quelque part. Sinon le setup, qu'est-ce que vous en pensez vous ? Je vous l'ai déjà demandé, mais cette grosse branche en plein milieu, la petite, les quelques cailloux ainsi que le sable noir, qu'est-ce que vous pensez de tout ça ? Moi perso, comme je le disais, le sable en lui-même, je suis un peu mitigé, mais sinon pour le reste, c'est ok quoi. L'amphithéâtre, on est censé travailler une version qui était initialement prévue vers l'extérieur. Ça prend du temps, mais en soi, lorsque vous le recevez, vous savez vous-même enlever les sandwichs entre guillemets, donc en gypse, et les retourner, ça fonctionne également. Il suffit d'inverser la partie droite et de la placer à gauche lorsqu'elle est retournée, et inversement, ça marche aussi. Et la partie principale, vu qu'elle est vraiment identique de part et d'autre, vous la retournez simplement, et vous avez donc le nid qui s'adapte en version extérieure. Je sais que certains, il y a des petits endroits où il y a du silicone, ça c'est indépendant de ma volonté, donc j'entends le silicone sur les parties hautes, c'est du silicone qui rajoute pour éviter qu'elle ne rentre dans le gypse. Moi personnellement, je vous dis la vérité, si elles rentrent dans le gypse, c'est qu'elles ont envie de creuser, c'est qu'elles ont envie de faire des trucs, je les laisse faire, voilà. À partir de la fourmilière, elle est bien belle, toute nouvelle, mais une fois qu'elles ont pris possession de celle-ci, voilà, moi je les laisse faire leur vie quoi. Si elles ont envie de tout creuser, elles creuseront absolument tout, comme ça se passe actuellement chez mes Sorcéphalotes. Ça sera certainement une prochaine vidéo, je vous montrerai parce que je les ai mis également dans un amphithéâtre. Donc voilà, affaire à suivre et vous allez voir le carnage qu'elles m'ont déjà fait.
Maculatus c'est quand même quelque chose de chouette, hein. Pour n'importe qui en soi, c'est une espèce vraiment cool, développement très rapide cependant, comme je le disais, hein, celle-ci c'est pas un exemple parce que j'ai eu d'énormes pertes, mais autrement c'est vrai que ça peut se développer très vite. Certains éleveurs en 2 ans, voire 3 ans, avaient énormément de sexués déjà. Pour ça, il n'y a pas de mystère, je vous avoue que si vous voulez un développement de fou, c'est la protéine qui va jouer. Très clairement, ceux avec qui je parlais qui avaient des gros développements, ils chargeaient en protéines constamment, tous les jours même, et par conséquent, c'est vrai que le développement était nettement plus conséquent. Est-ce que c'est un mythe? Est-ce que c'est réel? Ça, après, vous savez, les débats, on est sur Internet, il y aura forcément des gens pas d'accord, des gens qui ont leur avis. Sur Internet, on peut tout trouver. Moi, comme je dis, je suis pas vérité absolue, hein. À vous de faire un jugement, à vous de tirer des conclusions, de prendre le meilleur de chaque vidéo que vous pourriez voir chez n'importe quel créateur, et d'ensuite en tirer les meilleurs résultats chez vous, quoi. Mais, en tout cas, des retours que j'ai eus et de ce que j'ai pu voir dans les développements de certaines, et de mon propre test, effectivement, lorsque je nourris de manière plus intense à la protéine chez pas mal d'espèces, j'ai quand même un développement qui est plus conséquent. Bien entendu, il y a des facteurs importants derrière, comme la chaleur, etc., pour aussi favoriser le développement, bien que toutes les espèces ne sont pas friandes de chaleur. J'entends par là que Camponotus singularis, pour exemple, une espèce que vous connaissez majoritairement, n'aime pas trop la chaleur. Au-dessus de 26 degrés par exemple, elles commencent à ne pas être bien, elles apprécient vraiment des chaleurs plutôt tempérées, 22-24, c'est très bien pour elles se développent bien comme ça, et à nouveau, je reviens sur le point chaud. Le point chaud, elle l'apprécie également pour y mettre uniquement le couvain. Et encore, vraiment, quand je dis un point chaud, c'est par exemple fourmilière à 22, point chaud à 26, fin de l'histoire, quoi. Vous voyez l'idée. Enfin voilà. Je vous ai envoyé une tonne d'informations dans cette vidéo. J'espère que je ne vous ai pas perdu. C'est une vidéo qui était plutôt longue. J'espère qu'elle vous plaira, hein, parce que bon, on fait en sorte que ça vous plaise justement. D'envoyer des longues vidéos, je sais que la commu est friande de vidéos assez longues, donc voilà, j'espère que ça sera pas trop long pour vous. On se dit à bientôt pour de nouvelles aventures, donc le 31, il y aura une vidéo sur Peridaisa Halloween, si j'ai réussi à bombarder le montage, et sur ce, je vous dis à bientôt pour potentiellement des lives et plein d'autres choses. N'hésitez pas à m'écrire en commentaire, me soutenir, je vous dis à bientôt l'équipe, merci d'être toujours présent si vous êtes encore là à la fin de cette vidéo, je vous dis à bientôt, bye l'équipe.